Bon, bonjour à tous et on se retrouve donc sur le sommet Authentic Learning et nous sommes dans le restaurant d'Alexandre Mazia. Bonjour chef et merci de notre accueil. Avec plaisir. On va commencer pour le début et tout de suite, est-ce que vous pouvez nous dire en quelques lignes votre histoire de vie et en quelques lignes si c'est possible. Alors, on n'aura pas le temps, voilà, moi je suis chef propriétaire de mon établissement AM par Alexandre Mazia. On a ouvert cet établissement le 17 juin 2014. C'est ensuite passé maintenant bientôt 10 ans avec énormément de récompenses extérieures pour notre établissement, mais surtout pour la richesse de notre écriture culinaire qui maintenant est devenue un lieu de destination mondial et qui fait qui est un travail, comme je dis souvent, les gens me demandent alors combien de temps vous mettez pour faire telle ou telle recette. C'est le travail d'une vie, le travail de je pense d'une insatiable curiosité et puis surtout de passion, de richesse, de pugnacité, de rigueur et puis surtout je dirais la passion avant tout. Génial. Ouais. Commençons par le début. Comment vous est venue cette envie, cet amour pour la cuisine et pour la gastronomie en général? Alors le début c'est pas tout à fait on va dire l'amour. J'ai pas des profils. Je suis pas un profil où je voulais être, comme disent souvent les gens, je voulais être chef à 8 ans, ou à 9 ans, ou à 10 ans, ou à 6 ans. Moi, je pense que quand j'ai commencé le métier, j'ai jamais voulu être chef. J'aurais jamais voulu avoir de restaurant. Et tout l'inverse, en fait, ce que j'ai fait. Bon. Mais pourquoi? Parce que c'est des rencontres de vie et ce sont des moments de vie qui m'ont mis devant le pied au mur et il fallait que je rebondisse d'une autre manière. Et dans ces rebondissements-là, c'est comme ça que moi j'ai réussi à faire tout simplement ce que je suis. C'est-à-dire que au jour d'aujourd'hui, je fais simplement ce que je suis. J'ai fait l'école hôtelière, Saint-Cloud, Santos Dumont. J'ai eu la chance de rencontrer des personnes incroyables qui ont vu peut-être en moi quelque chose de différent. Et ça, c'est juste, voilà. Essentiel. Et oui, et puis vous savez, des fois, on se rend pas compte, mais un mot, une phrase, c'est pas moi que je vais vous l'apprendre, à vous que je vais vous l'apprendre, mais un mot, une phrase peuvent changer la vie. Souvent, c'est ça, c'est un déclic, parce qu'on se repose après, on s'en rend pas compte. Et du coup, ça s'est fait comme ça s'est fait au fil de l'eau. Après, j'ai eu des chefs quand même assez exceptionnels, mais surtout des personnes assez exceptionnelles, des hommes incroyables. J'ai découvert des territoires et des pays fabuleux. Je pense que... Vous avez fait le tour du monde, vous m'avez dit, oui, en tant que chef, c'est ça. Moi, j'ai travaillé aussi pour un particulier, donc j'ai eu la chance et puis de me retrouver dans des endroits improbables à travailler pour des plus grandes maisons françaises, à travailler pour des personnes, pour faire des dîners d'art contemporain, pour travailler pour faire des dîners pour Karl Lagerfeld, pour travailler, pour faire des derniers dîners au musée d'art contemporain d'Osaka. Enfin, j'ai eu la chance de pouvoir m'exprimer dans différents lieux et de différentes manières. Ça, pour moi, c'était important. Et puis, parce que l'art me parle et me touche énormément, c'est vraiment quelque chose de très inspirant et qui nourrit aussi l'âme, l'esprit. Et puis, j'allais vous dire, au fil de l'eau, c'est déterminer quelque chose de différent, c'est-à-dire il y a une sensibilité qui s'est exacerbée, il y a une curiosité qui s'est affinée, et puis après, il y a le fait aussi de faire plaisir. C'est essentiel. Et puis, comment on peut faire plaisir? Et puis après, il y a une question fondamentale que vous faites, vous, c'est savoir qui on est, s'accepter, ça aide. s'accepter, apprendre à se dompter, et puis de se dire, je vais faire simplement ce que je suis, quoi. Et puis du coup, en faisant ce que l'on est, dans toute transparence, on en est là aujourd'hui. Voilà. Alors justement, vous parliez de différence et de qui vous êtes. Vous avez des origines, vous êtes né en Afrique, au Congo. Voilà, au Congo, vécu pendant une quinzaine d'années, si je ne me trompe pas. Ouais. En quoi ça s'est rentré dans votre cuisine? On dit que souvent vous avez une cuisine avec des épices, avec des choses différentes. Bien sûr. Est-ce que ça joue beaucoup? Oui, bien sûr. Je pense que indéniablement, avec le parcours, ou même être né en Afrique, Congo, Pointe-Noire, grand-père pêcheur, des allers-retours entre l'Afrique et l'île de Ré, déjà c'est différent. Alors il y avait des environnements différents. Donc il y avait l'Afrique, Congo, Pointe-Noire, qui est ces saveurs d'épices, de torréfaction et de piment que l'on rencontre dans la cuisine. Ça c'est sûr. Il y a évidemment une sensibilité à l'ocre, au coucher de soleil, aux produits marins, qui sont là. En plus, mon grand-père pêcheur, donc forcément improbable et impossible de pouvoir rester insensible à ça.
Et puis surtout, il y a aussi le fait, le sport. Je pense que le sport, moi il m'a éduqué, il m'a permis. C'est comme la cuisine, je pense que la cuisine a sauvé ma vie à un moment donné. Et pourquoi? Parce que on se pose beaucoup de questions quand on est jeune, on ne sait pas. Et puis nous, c'était, vous savez, l'époque où les parents n'expliquaient pas grand-chose. C'est demain, tu rentres pas à Pointe-Noire, mais demain, tu vas à Émy-Palaiseau, chez les Jésuites, une école d'horticulture, et en plus, tu es en pension. Ah oui. Ok. Il y a un décalage. Donc aujourd'hui, ils en rigolent, je vais vous dire que vous ne rigolez pas. Oui, voilà. Donc du coup, il y a tout ça qui est mis ensemble, et puis qui fait que forcément, cette expérience-là, elle n'a pas été insensible, elle a été touchée. Et puis au jour d'aujourd'hui, effectivement, la cuisine qui est réalisée, évidemment, elle est empreinte de torréfaction, elle est empreinte de saveurs, évidemment, d'Afrique, mais aussi de monténégrine. Tout simplement, quand on voit cette barre métallique avec ce poisson grillé, on a ce côté ferreux, métallique, comment on le retranscrit au travers de votre écriture culinaire, comment on peut se dire que, les épices est un ADN et une colonne vertébrale importante de la cuisine que l'on propose. Tout ça, à cause de ça, ou grâce à ça, je dirais. Et c'est vrai que là où une génération, pendant très longtemps, essayait de masquer ou de cacher qui ils étaient au travers d'une uniformité, peut-être, des carcans, moi, j'ai ouvert, j'ai bien compris, quand on est dans la 3e étoile, j'ai ouvert une voie en disant, voilà, assumez qui vous êtes, faites qui vous êtes, soyez sincères, et ce qui est dit authentique. Ouais. Authentique, puis, je le dis, là, c'est bon. Et puis, éviter d'être cloisonné. Et puis, puis après, je pense que, je pense que dans n'importe quelle chose que l'on réalise, il faut d'abord se réaliser soi-même et pas chercher à avoir, comme aujourd'hui peut-être, des récompenses, des choses comme ça. C'est pas ça le principal. Ça vient après. Ça vient après, on s'en fout. Si ça vient tout peu, ça vient pas, c'est pas grave. Mais ce qui doit nourrir, c'est le quotidien. Génial. On parlait du sport. Parce que vous avez eu une carrière parallèle, de basketteur, entre les deux en même temps. Qu'est-ce que ça vous a appris, le sport? Quelle est la valeur de... le sport, c'est des valeurs collectives. Donc déjà, il y avait une espèce de fratrie qui était importante. Il y a évidemment, moi à l'époque, c'était beaucoup le streetball des clubs, c'était l'émancipation du basket via la Dream Team Michael Jordan. Il y avait cette profusion. C'était le streetball, c'était les vacances chez mes cousins à Trappes. Donc voilà, c'était ça. Et puis le sport, c'est les valeurs de partage. À l'époque, il y avait beaucoup plus d'altruisme, je pense, de fair play aussi. Moi, je vois la différence maintenant. Pourquoi? Parce que j'ai mon fils maintenant qui fait du basket. Et c'est vrai que quand je vois le bord des terrains de basket, j'ai l'impression que je vois les bords des terrains de foot il y a quelques années. C'est assez surprenant d'ailleurs. Ouais. Non pas que les bords des terrains de foot c'est un peu dramatique, mais je trouve qu'il y a un manque je pense que pour moi il y a un manque d'objectivité et aussi d'empathie et de fair play vis-à-vis des gens qui entourent tout ça. Et puis le sport, je dis ça m'a éduqué parce que ces valeurs collectives, elles ont été essentielles et un moteur fondamental. D'ailleurs, c'est ce qui fait qu'ici, je pense que sans le sport, la manière de manager ou la manière d'appréhender notre établissement, il n'aurait jamais été aussi, je pense, reconnu aussi rapidement peut-être pour certains, mais s'il n'y avait pas eu le sport. Génial. Alors vous savez, le sommet, par principe, donc ce sommet Authentic Learning, c'est d'expliquer aux gens qu'on peut continuer d'apprendre malgré les difficultés, malgré les défis. Est-ce que dans votre carrière, j'en suis persuadé, vous avez en tête quelques défis, on va dire, intéressants qu'on pourrait dévoiler intéressant, c'est sûr, mais en tout cas qu'on pourrait dévoiler pour expliquer aux gens que même malgré les défis, on arrive quand même à avancer et à apprendre des choses. Ouais, bien sûr. Je pense que moi, par contre, il n'y a pas de choses que j'ai acceptées que je ne pouvais pas faire. Il y avait des choses que j'ai acceptées, que je me suis dit que j'allais pouvoir parfaire mes compétences et mes connaissances. Ça, c'est important. Même si ça fait peur, évidemment, à part les choses qui ne font pas partie de votre job, si j'ai envie de dire. Mais tout ce que j'ai fait, je l'ai fait, pourquoi? Parce que j'avais soif de connaissances. Donc, par contre, moi mon cursus, il n'est pas qu'étoilé. Pourquoi? Parce que j'ai fait de la maison de retraite, du foyer logement, du restaurant, j'ai fait de la boucherie, j'ai fait de la charcuterie, j'ai fait de la poissonnerie, j'ai fait de l'horticulture, donc du coup, et de l'ostréiculture. Donc moi je me suis intéressé à tout. Pourquoi? Parce que je voulais comprendre un peu tous les éléments. Et je pense que un défi de taille, ça va être le défi au mois de juin, juillet, août, septembre.
Jeux Olympiques. Et oui. Moi, j'ai m'occupé des Jeux Olympiques, du village olympique pour les athlètes pour Paris 2024. Donc ça, c'est important. Donc ce village-là, c'est le rendez-vous. Ça va être la première fois dans l'histoire des Jeux qu'il va y avoir un restaurant olympique. Voilà, avec évidemment un savoir-faire à la française. Donc, quand on est venu me chercher pour ça, j'avais un cahier des charges. Je voulais voir le cahier des charges et surtout répondre aux attentes des athlètes pour la nutrition, pour aussi la performance, la récupération. Là, c'est un autre challenge. Et je pense que le challenge m'a appris aussi à travailler avec. Ça m'a permis d'élargir mes connaissances avec les médecins du sport, les fédérations. Les coachs sportifs, les nutritionnistes, les façons la neuronutrition, enfin plein de choses comme ça qui me permettent de faire mes compétences. Et je pense que c'est la curiosité, quoi. Puis après, c'est les rencontres chez les gens, ce qu'ils vous proposent ou pas. Et puis il faut savoir dire non aussi, il faut pas savoir tout accepter. Je pense que c'est important parce que sinon, moi, j'ouvrirais un restaurant toutes les semaines. Ah oui, d'accord. Oui, bon. J'aurais signé la moitié de les cartes de beaucoup d'hôtels. Mais l'idée, c'est pas de faire des choses juste pour faire des choses, c'est qu'il faut que ça soit une nappe de fond et qui soit aussi salvatrice pour vous que pour vos collaborateurs. Et comment on peut faire élever aussi ses collaborateurs avec vous, il n'y a pas que soi. Et je pense que c'est important aussi d'avoir ça en ligne de tête. Et ça, je pense que c'est le sport, c'est de se dire que finalement, que chaque personne a un projet, chaque personne a un objectif personnel dans le collectif. Pour moi, c'est très important. Personne ne peut se dire que finalement, pourquoi, ça rejoint un peu ce que vous dites en regardant le basket, tu as un style de profil, je vais travailler sur lui, mais on sait pourquoi ils sont là dans le groupe. Nous ici, il n'y a personne qui rentre en disant, bon, je vais voir, je vais faire, et puis peut-être dans 2 ans, je verrai si je vais progresser. Non, tu rentres, tu sais ce que tu vas faire, tu sais quel est l'objectif, tu sais ce qui va se passer dans 6 mois, 1 an, comment on va faire ensemble pour que tu puisses atteindre ces objectifs-là. Et tout le monde est comme ça. Et du coup, ça crée une émulsion, sans mauvais jeu de mots, et quelque chose de très énergique. C'est génial et j'adore cette approche du leadership ou du management qui fait qu'on fait grandir tout le monde, mais avec chacun son individualité et sa personnalité. Et c'est ça qui est vachement important, c'est génial. Y a-t-il eu des échecs dans la carrière d'Alexandre et quelles sont les leçons? Je pense que c'est pas forcément des échecs, c'est des histoires de vie qui sont parfois un peu compliquées. Ouais. Moi, je ne prends pas ça comme des échecs. Je pense, il y a une phrase qui est toujours, on apprend tout le temps. Ouais. Je pense que la vie est faite comme ça, de rebondissements. Des fois, vous ne savez pas pourquoi elle vous met quelque chose au défi, pourquoi vous en êtes là, mais c'est simplement parce que vous n'êtes pas pris le bon chemin à un moment donné et vous êtes mis dans quelque chose qu'il ne fallait pas, ou que des fois, c'est même pas suivant votre plein gré. Donc ça, c'est compliqué. Et oui, il y en a plein, et puis j'espère qu'il y en aura encore, parce que ça va me permettre de continuer. Vous savez, dans tous les projets qu'on entreprend, il y a toujours une phase qui est un peu compliquée, c'est la phase d'apprentissage ensemble. Oui. C'est les gens, souvent, c'est pas leurs compétences, c'est les vôtres, et puis vous avez une vision, mais qui n'est pas la vôtre. Et puis après, c'est comment on peut atteindre cette vision ensemble qu'eux ont décidé d'avoir, mais qui sont pas forcément leur cœur de métier. Ça, c'est compliqué. Et vous êtes sans arrêt, continuellement, en train de cette remise en question, d'expliquer avec des nouveaux mots, des nouvelles choses. Je pense que ça, il faut pas avoir peur de le faire, cette remise en question. Pourquoi ? Parce que vous vous dites peut-être que non, ça j'ai pas à l'expliquer parce que moi je sais ce que je fais. Non, parce que ça c'est un peu condescendant. Je pense qu'il faut toujours se mettre à la place des personnes qui sont en face de vous, l'expliquer avec des mots qui puissent être compréhension, parce que nous c'est quand même un cœur de métier particulier, et de savoir avancer ensemble et de se dire que finalement on va réussir à atteindre ces objectifs-là. Mais ça ne tient jamais dans la facilité, il y a toujours des phases. Ces phases, il faut les appréhender, les expliquer. Et on sait très bien qu'il y a des phases qui sont un peu descendantes, pour tout le monde, c'est très compliqué. Parlons maintenant d'un peu d'apprentissage. Vous avez quand même dans votre brigade beaucoup de jeunes qui sont ici. Comment vous gérez justement cette transmission de l'information et de la formation et de l'information ? C'est un processus qui est assez long. Tous les profils qui sont recrutés ici sont des profils déjà qui sont à une vraie différence, c'est qu'ils sont vraiment très passionnés. Déjà, nous, on est dans une niche, donc forcément, ils sont passionnés. Nous, on fait preuve de nombreuses sollicitations. C'est là, à un moment donné, où il y a, on va dire, une pénurie de personnel, par exemple, dans différents cœurs de métier. Nous, on n'est pas là-dedans. Donc déjà, on a vraiment une chance de pouvoir choisir. Après, moi, la façon de faire, c'est que déjà, dans la sélection des candidats, on prend des personnes, des profils qui sont plutôt empathiques, bienveillants, qui sont très motivés, pas forcément les meilleurs, parce que
Je pense que si j'avais pris les meilleurs, je serais pas en train de vous parler là aujourd'hui. Non, sincèrement, c'est vrai. Parce que des fois, il y a des choses qui sont construites, on ne veut pas bouger, et puis c'est très difficile. Donc, il faut une maniabilité, être malléable, et puis surtout être très polyvalent. Même dans la façon d'opérer intellectuellement, ça c'est important. Et puis après, derrière, je veux dire, c'est toute une philosophie. Je dirais, c'est presque, nous, on est autarcique, on fonctionne complètement indépendamment d'un restaurant de ce calibre-là, normalement. C'est ce qui fait aussi la curiosité de nombreux professionnels et aussi de différents autres cœurs de métier. Voilà, donc ça nous permet de montrer notre savoir-faire à Princeton, à Harvard. Voilà. Donc c'est vrai que cette manière d'opérer, elle me correspond parce qu'elle rejoint un peu le monde du sport. Elle rejoint évidemment une certaine philosophie de vie, une hygiène de vie aussi. Et puis surtout, je disais qu'au moment donné, c'est vraiment l'observation et l'anticipation des mouvements et des personnes dans leur attitude. Ça, c'est vraiment important. Et après, au-delà de ça, pour moi, c'est facile. Oui. Moi, je suis impressionné. Ils sont en train de travailler derrière nous. Il n'y a pratiquement pas un bruit. Chacun sait ce qu'il fait, où il le fait, quand il le fait. Enfin, c'est génial. Il y a une forme de confiance aussi. Et ça, c'est vraiment super intéressant de voir ça. Parlons créativité. Comment vous vous encouragez justement la créativité? Alors, c'est naturel. Souvent, c'est quelque chose qu'on a inné. Mais est-ce qu'il y a quelque chose que vous mettez en place pour que ça se développe? En fait, il n'y a pas de créativité à proprement dit de leur part. C'est-à-dire que ici, c'est la vraie difficulté, c'est de garder en fait une attrayance et aussi ils apprennent une technique, mais surtout une vision. Et en fait, pourquoi? Parce que l'aspect créatif est très inhibé pour eux. Pourquoi? Même et n'existe pas. Pourquoi? Parce que la cuisine que je propose est tellement créative, elle a vraiment ses curseurs, elle a vraiment son écriture propre. Et ça, je pense qu'elle est tellement unique qu'eux ne peuvent pas la faire. Et que c'est très difficile de se plonger dedans. Comme moi, j'ai pu faire par exemple, pour des chefs, c'est vraiment très compliqué. Bon, du coup, il n'y a pas de forme de liberté créative. La seule forme de liberté créative qu'il peut y avoir, quand je dis liberté, c'est un travail en commun qui est fait sur le food truck. D'accord. Donc là, le food truck leur permet d'apporter leurs idées, leur permet de voir une vision. Et que moi, je dis, attention, là, tu fais ça comme ça, mais regarde, si tu fais ça avec tel aliment, telle chose, on va étirer les choses, on va avoir quelque chose de plus tendu, on sera un peu moins sur l'acidité, mais plus sur l'amertume. Donc voilà, il faut des choses plus gourmandes. Ça, c'est quelque chose que je fais avec eux sur le food truck. Pourquoi? Parce que c'est quelque chose où je veux qu'ils apprennent vraiment la philosophie et l'horizon sur la façon de travailler. Après, ce qui est important, c'est d'être à l'écoute évidemment de leurs attentes et de leurs projets, ça c'est essentiel, et puis surtout de les voir grandir dans le mouvement, dans le savoir-faire, et puis après ils acquièrent une certaine technique totalement différente. Là où c'est difficile, c'est que nous tout ce que l'on fait est totalement, alors évidemment il est une prolongation d'un savoir-faire unique, d'un savoir-faire de la cuisine française, mais moi je me suis tout réapproprié. Donc c'est vrai que pour eux, même des fois dans la gestuelle, dans la façon technique, ça déstabilise. Donc il faut mettre en confiance, c'est normal. Il y a des gens qui viennent ici avec un gros cursus, et ils arrivent là, en fait ils se retrouvent presque commis. Et c'est dur. Psychologiquement, c'est dur. Donc il faut les rassurer, leur dire que c'est normal, c'est pas ça. Alors nous, il y a tout un chemin, un processus qui est mis en place pour rassurer les gens sur 6 mois, 8 mois, 1 an. Et puis après, au bout d'1 an et demi, ils commencent à peine à avoir leur repère. Et donc du coup, là, il faut rassurer les gens parce que c'est vrai qu'il peut y avoir beaucoup de déconvenus, ce qui fait que pour certains, ça peut être évidemment rédhibitoire. Mais ça, c'est normal parce que les gens ne s'imaginent pas. Et puis après, nous, il y a une vraie particularité, c'est que, même pour tous mes confrères, c'est pareil, nous, on est dans la vraie vie. Donc dans la vraie vie, parfois, c'est pas du tout ce que Instagram ou les réseaux sociaux laissent penser ou imaginer. Et c'est vrai que parfois, ça peut s'allier. Il faut vraiment être pugnace, il faut vraiment être, je pense que plus que passionné, il faut être investi. Et à partir de là, après, une fois qu'on est motivé, tout va bien. Hein. Oui, justement, on a peut-être des gens là qui nous regardent et qui ont envie de se lancer dans ce métier. Ne le faites pas. Alors j'allais dire quel conseil on pourrait leur donner. Ne le faites pas comme ça. Quel conseil qu'on pourrait t'en donner aux jeunes chefs ou aux gens qui ont... Non, mais aux jeunes, déjà à partir du moment donné, il n'y a pas de conseils parce que franchement les conseils c'est propre à chacun. Je pense que c'est juste une question, c'est d'écouter son cœur, d'écouter un peu sa voix, des fois un peu. Des fois il faut pas. Je pense qu'il faut quand même mesurer quand même
dans chaque chose à laquelle parfois il y a une forme un peu, vous savez, je pense que dans tous les projets parfois il y a quelque chose que quand chacun entreprend qui s'appelle l'insouciance parfois, voilà. Et ce qui fait que des fois on mesure pas l'impact que ça peut avoir. Mais je pense que si on veut se mettre on va dire dans cette passion-là et dans cet endroit, dans ces moments magnifiques, il faut quand même en connaître les usages et comment ça se passe, il y a un langage, il y a une façon de faire. Ça demande l'implication et surtout l'investissement que ça demande humain, parce que c'est aussi bien physique, mais c'est aussi intellectuel quand on passe un niveau. Et donc ça demande deux modèles de haut niveau différents, c'est-à-dire que l'usure de debout, mais aussi la précision et la concentration que ça demande pour atteindre ce niveau-là et ce que ça demande au quotidien. Et à partir de là, après, j'ai envie de vous dire, après, c'est suit son cœur, sa passion, en fait. Mais s'ils veulent déjà une chose, si vous faites ce job pour gagner de l'argent, ne le faites pas. Oubliez. Et si vous avez une femme, un chat, un chien et des enfants, dites-leur bien ce que vous allez faire, sinon vous allez tout perdre. Voilà. Donc voilà, j'ai été très... Non, mais c'est important. Non, mais il faut que ça soit aussi conscient aussi que familialement, il faut que ça soit un projet familial aussi et que tout le monde soit investi dans le projet. C'est un projet de vie. Je ne vais pas dire le contraire. Ouais. Puisqu'on parle de projets, c'est quoi les projets du chef pour les moments à venir, les années à venir ou voilà. J'aimerais aussi qu'on parle d'un petit projet, je le mets derrière, la fameuse académie, si on en parle un petit peu. Vous voulez commencer par quoi? Oui. Les projets à venir et puis on parlera de les projets à venir, il y a l'AM Academy qui est une académie, on l'appelait académie, mais c'est surtout une inclusion sociale, sociétale par le biais de la nutrition pour apporter évidemment un soutien nutritionnel au plus grand nombre par le biais du basket, avec des compétences de haut niveau par la Mindara, au niveau du basket. Donc ça c'est important. Donc il y a eu une école inclusive justement pour les gens qui sont dyslexiques, dysgraphiques, pour les autismes, etc. Et tout. C'est un peu toutes les pathologies que j'ai moi. Donc moi je pense que j'ai les 10-10. Donc voilà, aujourd'hui c'est repéré, mais à mon époque. Quand même. C'est sûr, mais bon. Ça c'est certain. Et après, voilà, c'est quelque chose que moi je voulais aussi concrétiser pour faire l'après-Jeux Olympiques, parce que les Jeux Olympiques, s'occuper du village olympique sur la côté nutritionnelle, sur l'apport performance et nutrition, mais aussi récupération. Je voulais aussi le redonner au plus grand nombre et de dire que ça peut être aussi, ça peut être un lien fort social et puis surtout d'apporter du bien-être à nombre de personnes. Mais de dire que le sport, c'est pas forcément aussi d'être joueur ou entraîneur. On peut être dans le sport, vivre de sa passion, mais différemment. Ça, c'était essentiel. Et puis voilà, de donner des clés, de faire les têtes bien faites, de donner des clés à des personnes, de pouvoir les ouvrir à la cuisine, mais aussi bien à la pop culture, aussi bien à l'art, aussi bien à l'art contemporain, aussi bien à des artistes, aussi bien à des peintres, à des sculpteurs, de la musique, à des maraîchers. Pour qu'ils aient évidemment vraiment une grande toile d'araignée avec des passerelles, qui intellectuellement, ils puissent peut-être surgir chez eux une sensibilité à quelque chose qu'ils n'avaient jamais pensé, et puis de dire un jour, moi je vais faire ça, j'aurais jamais pensé faire ça. Voilà. Donc ça c'est plutôt sympa. Voilà. Et puis après, niveau projet, nous on a des projets, on est comme je vous disais, on est pas mal demandé et tout, mais je prends mon temps. Alors, les projets pour l'instant, on en a beaucoup, mais pas vraiment. C'est-à-dire que c'est vraiment se concentrer déjà sur ce qu'on est, parce qu'ici, c'est le cœur, c'est les poumons, je pense, de AM. C'est un lieu pour moi de vie extrêmement important, parce que c'est là où je me réalise, surtout un moyen d'expression, et c'est là où j'ai envie d'être, où je veux être. Et puis après, derrière, évidemment, on a pas mal de sollicitations pour des projets culturels, pour des projets évidemment de restaurants, mais pour l'instant c'est pas d'actualité. Là, on part faire le prochain projet, on part à Shanghai pendant une semaine, réaliser des repas en lien avec le cognac, la plus vieille maison de cognac de France et du monde, qui est française évidemment. Elle s'appelle la Maison Martel. Où on doit réaliser un pairing entre leur cognac proposé et notre cuisine. Donc ça c'est important, parce qu'on montre le savoir-faire à la française dans le monde entier. Et puis après, des demandes, pas forcément de dîner ou de déjeuner, mais des demandes de présence dans des lieux improbables qu'on regarde et qu'on prend notre temps tranquille, parce qu'après il faut avoir le temps. Et puis moi je fais partie des personnes qui sont vraiment entières, donc si je le fais bien, et j'ai pas envie de faire 50 trucs, comme on dit, on est partout et nulle part à la fois. Ouais.
Donc d'être dans un endroit où évidemment ils font plaisir et puis savoir si ces projets sont réalisables aussi avec les équipes que vous avez et quelle personne peut-être est à la tête de ce projet-là. Est-ce que ça va pouvoir peut-être lui permettre de s'émanciper et aussi on garde notre confiance qu'on a créée depuis le début et puis sinon sinon je le ferai pas parce que si je mets quelqu'un d'autre de parachuter avec quelqu'un d'autre, pour moi il y a moins bien. C'est plus chaud. Donc du coup on grandit tous ensemble et puis voilà je prends mon temps mais disons que ça c'est quand même on va dire que les Jeux Olympiques là qui arrivent et puis la M Academy c'est déjà pas mal. un beau projet quand même. Super. Merci beaucoup. J'ai une dernière petite question parce que je la pose à toutes les personnes que j'interviewe pour ce sommet. Qu'est-ce que vous avez appris récemment? Qu'est-ce que j'ai appris récemment? C'est quoi la dernière expérience d'apprentissage? L'apprentissage, c'était avec ma fille hier qui a acheté un microscope. Elle a acheté un microscope et elle passe tout au microscope. En ce moment, machin, n'importe quoi. Et elle a passé des pots d'orange au microscope. Donc on a regardé des pots d'orange, des pots de clémentine au microscope. Donc c'est des fois 200. Et c'était apparemment la pigmentation de la peau de mandarine, clémentine et orange n'est pas la même. L'épaisseur, ça je le savais. Mais savoir que effectivement ça me replongeait des années un peu en arrière et de me dire que finalement celle-ci pouvait être aussi intéressante dans comment on va pouvoir développer parce que nous on fait des infusions à base d'écorce et comment et moi je voulais à un moment donné, ça m'a donné une idée de pouvoir développer une infusion avec des écorces plus fines, d'autres plus épaisses sur des agrumes comme on va dire la main de Bouddha, le cédra et aussi la bergamote. Donc ça c'était important. Et puis surtout, et à un moment donné, je me suis dit aussi, c'est comment on va pouvoir faire la même chose ou le même style de travail dans des bouillons avec des pots de rutabaga et de panais. Donc ça c'est un travail Voilà, donc ça c'était hier soir. C'est ce qui m'a. Vous savez tout. Merci beaucoup. Merci de nous avoir accueillis. Et puis j'ai appris que vous aviez votre plateforme. Donc la semaine du 5 au 9 février, on verra cette interview. On va l'annoncer. Je voulais remercier Lamine, Manon et Nathanaël qui ont permis aussi que cette interview soit possible. Merci à toi. Surtout Lamine. L'homme qui s'appelle Cheveux. Voilà. Merci à tous. Merci. Merci chef. Au plaisir. À très bientôt. À bientôt. Merci.